Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, c'est le premier bloc, c'est le Before. Nous sommes vendredi, c'est l'émission numéro 51. On ne va pas fêter la 51 comme la 50e parce que on a eu pas mal d'échos. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir. Alors, ce rap. Ouais, Vous avez décidé de changer de carrière, paraît-il alors. Non, pas du tout. Non, mais c'était rigolo et puis c'était un bel exercice. Mais en tout cas, les gens, ils ont bien aimé, à part 2-3 évidemment, mais. Ah bon ? C'est qui les 2-3 ? Ouais, vous imaginez bien. Mais c'est pas grave, c'était des spéciales dédicaces. On s'est bien amusé quand même. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Ducas. Alors vous, c'est le retour mais du 55e anniversaire. Ouais, alors moi j'ai fêté ça dignement par un match à Bienne. Ouais. C'était très intéressant. C'était chouette, surtout à la fin. Ouais, justement, j'ai eu des échos du rap. Parce que l'ami de Stéphanie Meria est un grand rappeur. Aïe. Il a dit ouais. Il y a du boulot encore. C'était bon au niveau des textes, mais que le groove, le rythme ont un peu entraîné ça. Mais globalement, c'est très bon. Voilà. Et puis alors il paraît que Patrice Lefebvre écoute maintenant ce titre en boucle. Écoutez, quand je vais m'entraîner au gym, c'est la première chose que j'écoute. Alors c'était super bien, c'était drôle. Ouais, écoute, moi je sais ce qu'on va mettre au défi les équipes d'écouter ce rap avant les matchs dans le vestiaire. Ouais, je suis pas persuadé qu'il n'ait pas écouté hier soir à Martigny dans le vestiaire. Les pauvres. Alors justement, puisqu'on parle de Martigny, ça va nous permettre d'enchaîner directement sur les nouvelles qui vous ont particulièrement interpellé ces dernières heures ou depuis notre émission de mercredi. Je vais commencer et effectivement je vais pas prendre de risque, hein. Bien sûr, bravo au HCV Martigny qui a obtenu sa promotion, enfin qui l'avait déjà obtenu et puis qui a surtout obtenu ce fameux titre de champion suisse de My Hockey League. Les jeunes voulaient absolument la promotion, les anciens voulaient absolument le titre. Comme ça, tout le monde est content, Laurent. Ouais, tout le monde est content. On va commencer avec eux, mais ouais. Un petit big up au HCV Martigny justement, mais quelques chiffres quand même. Fred Iglesias, donc présent en 2011 lors de la promotion et présent en 2023. Arnaud Curit, qu'on va citer, Mike Vermeil, Samuel Assaoui, Colin Lefel, Jérémy Gaillan, Rémi Riemann, présent 2011-2023. Romain Linus Sédou, top scorer de la MSL, record de points MSL et puis 19 points en 11 matchs en play-off, donc très bien. Tom Merola, le revenant Théo Samali pour les playoffs, David Delesser présent en 2011-2023. Il y a peut-être des maillots à mettre au plafond, je dis ça, je dis rien, hein, selon une remarque d'un de nos confrères. Voilà, donc non, vraiment très très content. Gagner la série 3-2, première victoire à l'extérieur à Thun de la saison, ouais. Et 4-0, voilà, ils ont fait le job, vraiment très content. Une énorme saison, hein. Vainqueur du championnat, vainqueur de la Coupe Suisse, promotion en Swiss League. On peut pas faire mieux, sachant que Sion a été champion roman en première ligue, le partner team, et a la possibilité de monter en My Hockey League, donc saison parfaite. C'était aussi votre casque d'or pour aujourd'hui ? Non, c'était pas mon casque d'or. On reparlera de Martigny dans un moment. J'ai juste prolongé une seule chose de ce qu'il a dit. Quand tu as dit présent en ce qui concerne tous les joueurs, tu peux rajouter, et il sera content, et je pense que toi aussi Lolo, Toto Marietto présent en 90, en 80, en 2000, en 2010 et en 2020. Le meilleur ami des arbitres. C'est ça, l'homme qui sait mettre de la pression. Ouais, et c'est rigolo que tu parles de lui parce que la première fois que j'ai fait de la télévision, c'était avec Philippe Ducarreau, on était à Holton, ouais. Et il y avait un arbitre qui était pas bon, et j'avais dit heureusement que Toto Marietto n'est pas dans la patine. Donc spécial dédicace. Non, mais il y a une photo mythique où il est suspendu au plexiglas. Au-dessus de l'arbitre. Ouais, il est au-dessus de l'arbitre. Je pense que tu as les oreilles qui sifflent. Je crois que tout le monde sait qu'il est là-bas. Je pense qu'il a aussi beaucoup apprécié. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon alors, votre casque d'or, Laurent. Mon casque d'or aux supporters du HC Bienne et de Zurich. À la 12e minute du premier match et demi-finale entre Bienne et Zurich, les supporters des deux camps ont scandé et applaudi Antti Tuomarinen. Moi j'étais en studio, mais
là, j'en parle, j'ai encore des frissons. C'était vraiment incroyable. Des jolies banderoles, tu n'es pas seul, bon rétablissement, bats-toi anti. Un moment sincère et émouvant, reléguant le match finalement au deuxième plan. C'est-à-dire que nous, pendant ce moment-là, alors qu'on est dans l'analyse, on n'a même plus regardé le match, on a écouté les chants et puis regardé ce qui se passait dans la patinoire. Et Tuominen a été, comme d'habitude, stoïque et puis beaucoup d'humilité. Et il a continué à coacher son équipe. On y reviendra après parce qu'il a eu un coaching très important. Et vraiment, des moments comme ça, c'est juste magique par rapport à ce qui se passe dans sa vie actuellement. Alors bravo aux supporters. Christian Ponty. Alors, mon casque d'or, c'est pour la standing ovation pour Antti Tuominen, des supporters de BNS Zurich. Je comprends pourquoi c'est dur de parler après Laurent. Et puis, non mais alors, moi par contre, je l'ai vécu en live. C'est ça, ouais. Ça devait être un truc de fou. Et il y a un truc qui était vraiment exceptionnel. C'est que les supporters de Bienne ont sorti leur banderole et qu'en face, quasiment en même temps, ils l'ont fait. Et ils ont fait ça après. Zurich, tu dis en face, ouais. Les fans de Zurich. Et en fait, je pense que la patinoire s'est levée, mais comme un seul homme. Et tous les VIP, tout le monde était debout. Et ça a duré peut-être 2-3 minutes, mais comme il dit, t'as encore les frissons. Moi, j'étais à côté de Stéphanie Meria, elle était en larmes. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Et franchement, c'est vraiment un truc je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on met clairement l'humain en dessus de tout le reste. C'est ça. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si c'est de cause à effet, mais ça a été un match très fair-play. Alors, peut-être que ça va tourner plus tard, hein, mais en tout cas, je dois dire que ça... En fait, Tuominen, il a toujours une attitude très digne. Et j'ai l'impression que le stade de glace a bien été digne. Un hommage général c'est ça, dans le mode Tuominen. Voilà, exactement. Exactement. C'était un gros moment. Un grand moment. Tu peux pas mettre un casque d'oreilleur, je pense que c'est impossible. Oui. Patrice Lefebvre. Bien, super d'accord avec mes deux compatriotes, mais je vais ajouter le désavantage numérique et Tony Raiola chez Bienne. C'est souvent en Suisse, on dit il faut les buts, il faut pas ici, il ne gagne pas le maillot, mais hier, Raiola, on a vu que. En box-play. Exactement. À part les buts, là, il s'est donné l'équipe. Et puis, incroyable. Le désavantage numérique des 5 dernières minutes là, a été incroyable. Fantastique. La pression, sous pression. Zurich a eu une occasion avec la déviation de Ross et tout. Ils n'ont rien donné. Alors, chapeau. Chapeau à Raiola. On passe au casque de plomb. Allez, on y va dans le sens inverse cette fois-ci. On commence avec Patrice Lefebvre. Un peu casque-plomb, un peu de lâcher à joie qui a manqué un peu sa rentrée hier contre la Chaux-de-Fonds. Sans enlever rien à la Chaux-de-Fonds. Disons que surtout avec le début du match, surtout important comme ça que joie a fait, je pense que c'est casque de plomb de ce côté-là. Christian Ponty. Ouais. Alors, moi c'est pour la situation et la pénalité d'hier soir de Gaëtan Haas. C'est-à-dire, je m'explique. Merci Laurent. Non, si je peux me permettre. Voilà, comme ça on les aura toutes faites. Non, hier Gaëtan Haas, il prend 5 minutes pour un coup de coude au visage qui peut être, pour moi, pourquoi pas. Même si je trouve sévère, 2 minutes ça aurait été bien. Après, il a trouvé sévère. Après, il faut dire une chose, c'est que c'est Gareth Rowe. Qui est même pas plus grand que notre ami. Fais attention. Non, après, ce qu'il faut voir, en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a eu le ralenti où tu vois qu'il est ceinturé et qu'en fait, il veut juste se défaire. Il fait un geste avec le coude qui est donc pas dans le but de blesser, je pense pas, mais en fait il veut se débarrasser de ce gars qui est en train de le ceinturer. Alors sur le fond, moi ce que je trouve, pourquoi pas donner 5 minutes à As, mais alors on doit aussi donner 2 minutes. Mais tu peux pas. Mais je sais, c'est pour ça que je dis, mon coup de cœur c'est contre le règlement. Ouais. Parce qu'en réalité la faute elle vient d'avant. Ton casque de plomb, contre le règlement. Mon casque de plomb, exact. La faute elle vient d'avant, et en fait, franchement ça, il faudrait pouvoir donner 2 minutes aussi à Gareth Rowe, puis qu'il n'y ait que 3 minutes en boxe. Parce que là, c'est vraiment très sévère. Et c'est vrai que, alors, comme ça, les grands hommes se révèlent des grands moments. Raiola, il a sauvé la baraque à lui tout seul, quasiment. Mais franchement, là, Gaëtan Haas, il a de quoi être frustré parce que, à la base, et c'est pour ça qu'il va dire à l'arbitre son fait, il dit, mais bordel, le gars, il me ceinture. Je peux pas. En fait, s'il donne pas son coup de coude, il y a 2 minutes. Ouais. Donc, il y a 2 minutes très cher payé, je trouve. Moi, je pense que c'est une pénalité. Alors, le jeu va tellement vite. Ouais, des fois, tu vois pas qu'il a accroché aussi la situation de son corps qui était l'arbitre, qui était derrière. Mais c'est pas un coup de coude de 5 minutes. Non, je crois pas non plus. 2 minutes, il y avait un 2 minutes de Gaëtan Haas, il y avait un 2 minutes avant. Bien sûr. Mais surtout, que quelque part, ce qui est frustrant, c'est qu'après, tu le vois. Parce que l'arbitre le voit aussi, il dit, ouais, c'est vrai, il l'a ceinturé. Mais
la règle dit qu'il peut pas. Ouais, c'est ça. Mais là, il avait déjà appelé 5 minutes, alors il pouvait pas revenir derrière. Mais bien sûr. Mais là, j'ai envie de dire, heureusement pour l'arbitre, parce que là, je pense que s'il marque le stade, ils sont contre lui. Ouh là là. Laurent Perroton, votre casque de plomb. À Vicky Montegazza, présidente du HC Lugano, pour ses déclarations sur l'engagement de Chris Maxorley. Selon elle, Maxorley a été engagé pour apporter des émotions. Mais finalement, elle a observé que c'était l'agneau jumeau de Chris, admiré entre guillemets, depuis des années à Genève. Donc déjà, elle a engagé un gars qu'elle admirait, ça me paraît particulier comme déclaration, surtout après la bonne fin de saison. Elle continue dans cette déclaration, Maxorley était le bon choix car il y avait un manque de leader charismatique sur la glace. Quid du head coach en place, quid du directeur sportif, quid des joueurs sous contrat actuellement. Après une bonne fin de saison, à mon avis, il va aller mieux se taire là, pour faire une déclaration comme ça parce que c'est complètement déstabilisant et finalement... t'as pas à répondre. On a licencié Chris parce que ça allait plus en interne, point. Là, on va chercher des éléments encore extérieurs, etc. Et moi, je suis complètement en désaccord avec ces déclarations, déjà pour Chris Maxorley, ensuite pour le directeur sportif en place, et surtout pour le travail qui a été effectué, qui a été très bon sur la fin de saison, et sur les joueurs. Lorsqu'on dit il n'y a pas de leader charismatique sur la glace, bah, t'attaques directement ton directeur sportif là. Hein. C'est lui le responsable de cela. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment... on avait l'impression que c'était une représentation à un petit show à Télé Ticino pour se mettre en avant, et j'ai trouvé que c'était incompétent. Alors, j'ai travaillé à Lugano et comme j'ai dit auparavant dans une émission avant, tout commence du haut. Trop d'émotions en haut. Ouais, et tu vois, c'est pour ça. Ça me surprend même pas que c'est sur la sortie. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens, mais ça me surprend pas. Mais surtout sur la fin de saison, quoi. Ils font un bon job. Pars sur le positif et arrêtons de parler du passé. Aïe. Et puis là, tu remets de l'huile sur le feu, tu mets tout le monde dans un bateau qui tangue là. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Moi, c'est pour ça que c'est mon casque de plomb, et des fois, les présidents, ils devraient réfléchir avant de parler là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, moi j'ai aussi un casque de plomb, vous allez dire que c'est de l'acharnement. Et pourtant j'aime bien le hockey féminin, encore une fois je le répète, je suis même un des premiers à l'avoir défendu, et je dis toujours que dans les 3 matchs que j'ai eu le plus de plaisir à commenter dans ma carrière, il y avait la finale féminine de Nagano. Mais encore une fois, le FV Zug m'énerve parce que déjà que c'est une équipe qui va évoluer dans notre 2e division, qui arrive comme ça, alors coup de magie, hein, l'équipe, parce que les dirigeants l'ont décidé, pouf, allez voilà, elle arrive déjà en 2e division, et avec le contingent qu'elle a déjà aujourd'hui, elle peut déjà remporter le titre de championne de Suisse. Elle a des internationales et elles arrivent encore à aller chercher encore à l'étranger une nouvelle internationale. Ça me gêne un petit peu de voir que d'emblée, alors que l'on veut faire la promotion du hockey féminin, eh bien on va avoir une équipe intouchable en 2e division qui pourrait presque être intouchable déjà en 1re division, et je ne vois pas quel est l'avantage d'avoir une équipe qui va écraser tout le monde sur son passage. Non mais là Philippe, c'est de l'acharnement. Oui, c'est de l'acharnement justifié. Merci Christian. Enfin, je ne sais pas quel est votre avis, mais dès le moment où vous avez dans une ligue une formation qui, parce qu'elle a sans doute des moyens supplémentaires, peut écraser tout le monde sur son passage, je ne vois pas ce qui va susciter de l'intérêt pour ce championnat. Ouais, mais Philippe, là c'est au-delà du hockey féminin. C'est-à-dire oui, que si on analyse, en règle générale d'ailleurs. Mais là, on a les meilleurs exemples cette année. Mais c'est plus frappant parce que le hockey féminin est un sport amateur. Et donc du coup là c'est vrai. Mais là ça devient professionnel. Ce sont des professionnels. Non mais là ça devient professionnel, mais dans le sens où sur une 2e division suisse, tu arrives à avoir une équipe professionnelle. C'est là que c'est un peu plus choquant par rapport aux autres équipes. Mais évidemment quand tu veux monter rapidement, que tu as les moyens financiers, bah tu bâtis une équipe comme ça. T'as pas de valeur finalement là, tu t'en fous en fait. Toi tu veux gagner et puis mettre des roustes à tout le monde. Je sais pas, je connais pas assez le règlement, mais je sais pas si aussi en Coupe Suisse elles vont rentrer dans la compétition. Je pense qu'avec les équipes de 1re division, donc je pense qu'il y a un objectif aussi derrière là-bas de tout de suite marquer un premier trophée en Coupe Suisse contre les équipes de 1re division, marquer le territoire et monter directement en 1re division après une saison au 2e échelon. Ouais. Enfin voilà, tout ça pour dire que le hockey féminin, nous on est vraiment derrière, et d'ailleurs vous verrez, parce qu'allez, on vous le dit à demi-mot, il y aura une nouvelle version encore une fois de planethockey.com
Internet bientôt. Et vous verrez en radio aussi. En radio aussi, bien sûr, mais aussi le site internet qui est très important. Et vous verrez que le hockey féminin sera aussi en bonne place. Et je regrettais simplement le fait qu'on se prive peut-être d'une bonne publicité avec un championnat bien serré, parce qu'il va y avoir une équipe au-dessus de tout le monde et pas d'un peu, de beaucoup. Voilà. Ouais. Bien, messieurs, on va partir sur les matchs des demi-finales et sur la Liga Qualification. Mais avant ça, je voudrais quand même juste avoir une réaction sur un transfert, un transfert qui a été fait aujourd'hui par les SL Tigers, qui ont engagé l'international finlandais Rikola. Et non seulement ça va les empêcher de tousser au classement, ça c'est certain, elle était facile, d'accord, mais en plus de ça, sur les 4 étrangers engagés, ce sont 4 Finlandais. Pour moi, la question est de savoir si finalement ils vont aller jusqu'au bout de l'idée. Est-ce qu'on oserait éventuellement envisager une équipe avec 6 joueurs de la même nationalité, en sachant qu'il y a toujours ce phénomène de clan qui peut se faire comme on l'a vu dans certains clubs. Sûr. Mais enfin, déjà, on va dire bravo, parce qu'il fallait le chercher. Mais le réseau, une fois de plus, Pesonel a sorti son portable. J'ai tout de suite pensé à vous avec le réseau, le fameux réseau. Le réseau, et puis la sauna sur le toit. Ouais. Non, mais c'est un détail, mais moi je suis sûr qu'à la fin des discussions, ils disent ouais, puis en plus, viens, il y a une sauna sur le toit. Mais il te la sort à tous les coups. Ah, bah c'est sûr. Mais en plus, les Suédois entre eux, les Finlandais entre eux, c'est pas des gens qui sont en général. Ça veut dire, c'est pas des gens qui font des histoires. Non, puis je pense que justement, quand tu as des joueurs emblématiques, parce que Pesonen en Finlande, c'est quelqu'un d'emblématique, qui a une bonne attitude. Il connaît aussi la mentalité des joueurs, et je pense qu'il doit aussi connaître le profil des joueurs qu'il faut à Langnau, donc il aide par rapport à ça. Mais en parlant de transfert, Honda, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Et je l'ai vu jouer. Onka, pardon, ouais, Onka. Ouais, parce qu'on fait des lapsus là. Onka, Civic. Non, Onka, ouais, pas Honda. Onka. Et je l'ai vu jouer en Ligue des Champions. Et ça, c'est un sacré transfert. Et là, les étrangers qui arrivent, c'est encore vraiment du très très costaud. Et ça veut dire encore une fois que Langnau semble être parti dans l'idée d'investir beaucoup sur les étrangers, tout en ayant un contingent suisse peut-être un peu plus limité. C'est quand même... On a vu le danger. Hein. Ouais, on a vu le danger, mais ça a marché avec l'automne. Est-ce qu'ils ont le choix? Ça a marché avec l'automne. Ça marche avec l'automne, donc c'est peut-être avec 2-3 joueurs suisses, ça va peut-être améliorer les choses, mais ça... De toute manière, si on est honnête, là il y a la League Qualification. Celui qui va gagner, il sera toujours en difficulté. Hein. Mais bien quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est surtout. Et puis l'année prochaine, il y a une relégation aussi. L'histoire de Langnau, c'est d'essayer d'aller chercher une 10e place. C'est ça. Ouais, Patrice. Non, je suis d'accord avec un peu les joueurs finlandais. Si on prend un exemple, il y a des bons joueurs là-dedans, mais c'est sûr que je pense du côté de Langnau, ça fait quelques années qu'ils sont sur cette piste-là, et puis je pense qu'ils trouvent ça plus facile aussi. Puis à part les joueurs que vous avez mentionnés, il y a quand même une différence salariale de la Finlande en Suisse ici. Alors, c'est ça ne coûte pas vraiment plus cher aux équipes suisses pour aller chercher un Finlandais pour venir ici aussi. Alors, c'est sûr que quand tu as une bonne amalgame avec tes étrangers, mais encore là, le problème sera toujours la profondeur du côté des Suisses aussi. Oui, c'est vrai que les Canadiens sont réputés pour être surpayés, au contraire des Finlandais. Je vous chatouille. C'est une autre émission. Il y a plein. C'est un peu plus compliqué sur les permis de travail. Ça dépend des Finlandais. Artikainen, je suis pas sûr qu'il coûte moins cher qu'un Canadien. Fikula, Tom Ernest aussi. Bien, voilà, j'avais envie de parler de Langnau qui n'arrête pas de travailler alors que sa saison est bien entendu terminée, comme la plupart des clubs d'ailleurs, mais là c'est un coup quand même qui est assez spectaculaire. On y va avec les matchs actuels. On commence peut-être par la Liga Qualification, si vous êtes d'accord. Ouais, bien sûr. Et puisqu'il y a Patrice Lefebvre qui est avec nous, peut-être qu'il va pouvoir nous rassurer sur un homme. Je ne sais pas si vous l'avez eu au téléphone. Oui. Je voudrais que vous parliez de Jonathan Hazen qui n'a pas fini le match hier. Et alors, c'est important évidemment pour Ajoie. Avez-vous des nouvelles de Jonathan Hazen? Oui, j'ai parlé avec lui justement cet avant-midi. Ça va mieux qu'hier soir, mais il ne pourra pas jouer le prochain pour l'instant.
Pour le prochain, non, je pense pas. Mais blessure au haut du corps, il en haut du corps, exactement. Je dirais rien de. Je vais protéger mon. Time. Non, mais protéger, mais on a vu, c'est clair que c'est une acromio au niveau de l'épaule sur le check, et c'est vraiment la blessure du hockey. Le problème, c'est qu'il est en train de couper au milieu, puis il le voit pas du tout, Carbis, parce que j'ai l'impression qu'il échappe un peu le puck. Il essaye de le se ramener. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit qu'il l'a vu, mais il pensait d'avoir le temps. D'accord. Alors il s'est ready quand il est venu, et justement, c'est notre réaction de stress. Ouais, c'est ça. Boum. Puis Carbis, il est quand même solide. Hein. Ouais. Et 54e minute, il avait déjà joué pratiquement 21 minutes. Donc aussi, on a beaucoup parlé du temps de jeu et de la récupération et de la fatigue. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Hein. Mais ça peut aussi, c'est une hypothèse, hein. Lorsque tu joues beaucoup, des fois, tu as un peu de fatigue mentale, et ce genre de choses, c'est là que tu te blesses. Hein. Donc moi, je trouve c'était vraiment le meilleur joueur lors des playoffs. Ouais. C'était le meilleur joueur hier soir. Et puis, s'il n'est pas là, je suis inquiet. Hein. Je suis vraiment inquiet. Sur les réseaux sociaux, ça a réagi. On a vu Steven Barra, par exemple, ancien joueur. En fait, franchement, moi j'ai envie de dire, hier soir, j'ai l'impression qu'à Joie, ils ont été choqués de l'intensité et des charges physiques qu'ils ont dû encaisser. Ils se sont fait biais dans le lard. Ouais, mais il voulait parler justement de ce qu'a dit Barra sur parce qu'en fait, justement... Il remet le contexte. Non, exactement. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que Steven Barras, pour moi, dans son poste, il a une réaction quasiment... émotionnelle, parce qu'en réalité la charge elle est dure, mais elle est à mon avis elle est correcte. Ouais, mais je te pose une question. Si toi t'es Carbis, t'as le top scorer en face qui arrive et t'es en qualification de ligne, est-ce que tu le mets pas le check? Tout le monde le met. Bien sûr, tout le monde le met. Mais c'est pour ça. Et là il parle dans son poste, là il parle de protection des joueurs. Je crois que franchement là c'est très émotionnel, mais quelque part pour qu'un gars comme Steven Barras le voie de cet aspect-là, je pense qu'il ne s'attendait pas à se faire autant biller dans l'art. C'est ça que je voulais dire. Et puis après, moi, il y a des choses que j'ai pas bien compris. Par exemple, il a commencé avec Tchatcho. Je suis pas sûr. Alors pourquoi? Parce qu'il est neuchâtelois. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce qu'il avait perdu les deux derniers matchs à la maison avec Wolf. Ouais. Donc c'est sa réponse dans mais Wolf avait bien joué. Bien joué. Même. Mais est-ce qu'il était cuit? Est-ce qu'émotionnellement après la défaite? J'en sais rien. Ok, mais c'est des choix. Hein, après, voilà. Moi j'ai trouvé qu'effectivement à Joie ils avaient l'air d'être un peu nerveux, ils avaient plus la pression, et puis bon, malheureusement pour Ajoie, Chaux-de-Fonds a marqué très vite, 7 minutes, et ça dans ces matchs quand tu débloques le compteur après t'es déjà à la traîne. En plus physiquement ils étaient vraiment bien dedans, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus embêtés que ça au niveau de la vitesse. Puis alors la gestion du temps de jeu sur le pipi, je veux dire à Joie ils ont un pipi, et le problème c'est qu'ils ont déjà énormément joué et il est retiré sur les mêmes. Donc c'est des choix encore une fois, hein, mais bon, après Ajoie a déjà réussi à rebondir dans des séries, c'est pas fini, mais pour Ajoie il faudrait pas que Chaux-de-Fonds gagne la deuxième derrière, parce qu'alors là ça va devenir très compliqué. Ils doivent pas paniquer, mais je pense pas qu'ils paniquent, mais ils ont cassé une deuxième grosse charge après l'élimination, enfin cette fait sortie par Langnau. C'est un peu la continuité, puis maintenant ils doivent se relever. Après je pense qu'ils auront des choix à faire aussi au niveau des joueurs. Alors Gauthier était blessé, voilà. Par rapport à... Apparemment il n'a pas vraiment eu le choix au dernier match. C'était entre Asselin et Bakos. Mais juste par rapport au temps de jeu, Christian, si on compare les étrangers, Brennan 25-17, Hazen il a joué hier soir 17 avant sa blessure, De Vos 23-48 et Bakos 18-48. On compare avec les étrangers de Chaux-de-Fonds, 17-02 Holden, Wilkins 14-15, Beckson 12-33 et Topping 13-26. C'est en gestion, hein. C'est énorme. Et puis alors moi j'ai la profondeur en qualité chez les attaquants, moi je trouve que Chaux-de-Fonds a un poil meilleur. Ouais. Puis d'ailleurs, juste pour dire, moi j'ai juste amusé à regarder les plus gros temps de jeu de chaque équipe. Alors chez les défenseurs à Chaux-de-Fonds, c'est Inalbon avec 24-51, très bon, 4-48 en piqué, très bon, et 43. Il joue très simple pour un attaquant. Pour un attaquant, il m'a impressionné. Ouais, exact. Et de l'autre côté, forcément Brennan, mais Brennan 6-45 en pipi.
Et puis, il joue tout. Mais en fait, il spécule beaucoup. Et le problème, bouge pas. C'est qu'il bouge pas. C'est ça. Alors, il pense vite, il a des super mains, il a un bon shoot, mais ses pieds. Il bouge pas. Il spécule parce qu'il est fatigué. Mais bien sûr. Je pense qu'il a déjà pas un gros skate. Mais juste un truc qui va te parler. J'ai vu Adam Rundqvist. Donc ce joueur-là, c'est un attaquant qui a licence suisse, qui est arrivé en 2017 à Chaux-de-Fonds, qui n'a pas fait l'équipe en Swiss League et qui a été prêté. Le 7e défenseur. Qui a été prêté en MSL à Neuchâtel. Et hier, il a joué. Donc il arrive de Turgovie. Donc il connaît pas trop le système, etc. Howard absent, suspendu. Il a joué 17 minutes 56. Non, mais ce chiffre-là m'a vraiment impressionné pour un joueur, un import qui est attaquant à la base, qu'on fait venir pour avoir un peu plus de profondeur de Turgovie. Il a joué 17 minutes 56. Mais Louis Matt, il fait une gestion à la nordique. Franchement, il gère vraiment bien ses joueurs. Devant, c'est entre 13 et 17 minutes, les attaquants. C'est très bien réparti. Les 4 blocs jouent. Et puis il a réparti ses étrangers dans les 4 blocs. Tu peux faire ça encore quand tu as de la profondeur. C'est ça. Tu peux gérer ça comme au mieux. Si tu n'as pas de profondeur, c'est difficile à gérer. Ouais, et puis faut pas oublier une chose, c'est que si tout d'un coup, moi j'ai un truc que j'ai pas compris, Schmutz n'était pas blessé. Pourquoi il joue pas? Je sais pas. Schmutz, il avait été ça on sait pas dans les choix. Il y a sûrement une raison. Ça se dit plus. Non, c'est ça le problème. Ça se dit plus, mais moi ce qui m'a le premier bloc de Chaux-de-Fonds, quand ils sont sur la glace, tu le vois quand même. Tu le vois quand même. Ils ont un gros impact. Donc moi je voyais quand même une différence, notamment au niveau des gardiens et puis de la défense. Et hier soir, je l'ai pas vu. Ouais. Et puis moi il y a un truc que je voulais encore dire aussi, parce que moi j'ai trouvé que c'est plutôt Chaux-de-Fonds qui est rentré dans l'art d'Ajoyère au niveau physique, et puis que hier soir un gars comme Fontana, 2 mètres, il était suspendu, ils peuvent encore le mettre dans le jeu s'ils veulent. L'opère, mais qui n'a pas trop de vitesse. L'opère qui n'était pas là. Non, mais j'ai marqué l'opère et Fontana, mais c'est des gars qui peuvent jouer physique, c'est ça que je voulais dire. Donc après, peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin parce qu'ils ont aussi beaucoup de vitesse. Puis il manque de vitesse. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des blessés d'un côté. Je pense que moralement, ça ne va pas être simple à gérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du côté d'Ajoie? Voilà, exactement. En fait, moi, je me pose une question, si vous permettez, je vous interromps. Kevin Fay, hier, à la fin du match, en parlant des 2 buts encaissés très vite, a dit on a joué comme des amateurs. Qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, ils étaient nerveux. Ils étaient nerveux. Donc, ce que ça sous-entend, c'est que ce qu'a dit Vauclair dans son interview, c'est qu'il a trouvé son équipe extrêmement nerveuse. Et en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que pour une équipe de Liga, de National League, quand tu joues contre une équipe de Swiss League, tu dois pas être nerveux. C'est ça qu'il a voulu dire. À mon avis, dans le côté amateurisme, il y a une barrière de langue. C'est pas sa langue maternelle. Donc du coup, il a ses expressions à lui. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on peut pas commencer sur une série tellement importante comme ça, en prenant 2-0 d'entrée à la maison. Ouais, comme s'ils n'avaient pas assumé leur statut, en fait, dans ce sens-là. Oui, mais quand tu regardes les 2 équipes et ce qui s'est vu hier soir par rapport à l'état de fraîcheur, l'état mental entre les éques, moi je trouve que Chaux-de-Fonds était un poil meilleur. Il ne faut pas oublier que Chaux-de-Fonds est sur une lancée. Alors ça continue. C'est dans la tête. Et ça continue et tu arrives contre une équipe qui a toute la pression, qui a tout à perdre, qui vient de faire une défaite assez mentalement difficile. Et qui perd à zone. En plus. Ouais, mais justement, même avant de commencer le match, c'était... Moi je pense que là maintenant, il y a Asselin, Gauthier qui était blessé, on va voir, je pense qu'il va... Et Gauthier Leduc, on ne sait pas ce qui se passe. Gauthier Leduc, Gauthier avait une commotion. Ouais, donc après la Spengler. Non, Gauthier, dernier match. Et Gauthier Leduc, il y a eu l'histoire de la Spengler et depuis, il y a une relation qui est très tendue. Compliquée, Donc là, mais moi je pense que le salut, il peut venir de Wolf. C'est-à-dire que Wolf, en étant comme il peut être par moment décisif, il peut peut-être écœurer Chaux-de-Fonds et puis permettre à son équipe de faire la différence. Mais moi, ma grosse inquiétude, c'est que si Hazen ne revient pas au jeu et que c'est grave et qu'il doit opérer et s'ils n'ont pas Hazen pendant toute la série, à mon avis, il passe pas. Ouais, puis bon, encore une fois, on parle d'Hazen, mais ils doivent retrouver De Vos. De Vos, dans les pipis, il doit marquer. Enfin, c'est son job. De Vos, il doit être accompagné parce qu'il manque de vitesse, il a un certain âge. Et s'il n'a pas Hazen et puis un troisième joueur avec, c'est compliqué. Ce que je dis simplement, c'est qu'en théorie, ces joueurs-là, c'est des gros joueurs.
Et le problème, c'est que les gros joueurs de shot fond, pour l'instant, ils livrent la marchandise et de l'autre côté pas. Et c'est vrai, tu as raison. Moi aussi, j'ai dit Wolf. Même si à la limite le jeu devient encore un peu plus physique, tu peux encore faire entrer un gars comme Arnold. Alors il n'est pas monstre rapide, mais il peut être rude dans les bandes. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai l'impression que shot fond, ils ont pris Ajoie à la gorge. Et que finalement, Ajoie, ils ne s'attendaient peut-être pas à ça. Voilà. Il y a ça, et puis la gestion. Charge de Carbis, je sais pas si tu vois. Ouais, mais la gestion aussi du temps de jeu. Huguenin, qui est ton numéro 1, il a joué que 16-35. Ouais, c'est ça. On le fait pas jouer certaines situations, puis après on fait jouer un Jacquet 21-39 ou un Mathéo 20-11. Donc en fait, tes meilleurs joueurs, c'est pas eux qui ont le meilleur temps de jeu, mais par contre tu les mets à bon escient dans les moments décisifs, dans le money time. Et là on avait parlé de l'expérience de coaching. Louis Matt hier soir a fait un peu la différence. Louis Matt travaille bien, visiblement. Ma dernière question concernant cette série, quand on a un score de 3-2 comme ça, on ne peut pas forcément pointer du doigt ou l'offensive ou la défensive, parce qu'on est dans une bonne moyenne. Mais aujourd'hui, vous avez le sentiment que Ajoie va devoir plutôt travailler quel secteur pour être plus performant? Le power play, déjà, ça c'est vraiment indispensable, mais on en avait parlé depuis un moment et il est en panne depuis un moment. Et puis arrêter dans la concentration, tu peux pas prendre le 3-1 en boxe, tu peux pas faire ça. C'est dans des moments comme ça où quand c'est très très serré, tu dois être concentré et puis faire attention. En fin de match en plus. Voilà, et puis après tu reviens à 3-2, mais c'est trop tard. Ouais. Donc vraiment faire attention à ça, et puis la gestion des émotions. Vraiment la gestion des émotions, parce que à chaud de fond, il va falloir y aller. Va falloir y aller. Ouais, d'au-delà, comme on dit surtout dans le hockey d'aujourd'hui, les unités spéciaux sont primordiales. Alors le power play, comme tu as dit, Laurent, c'est depuis une belle lurette que ça fonctionne pas, et je vois pas beaucoup d'amélioration. Mais... Oui, on l'a bien compris, parce que j'ai jeté un œil rapide en fait sur l'ensemble des feuilles de match hier soir. Et il me semble qu'on s'est bien calmé au niveau des pénalités. On essaye de pas trop provoquer. Bah t'en donnes pas parce que t'as peur, c'est ça. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'hier ils ont shooté 26 fois. Faut shooter plus. Si tu veux marquer, tu dois shooter plus. Le chaud de fond, on a shooté plus. Bien sûr, 30 fois. Non, mais surtout des fois, on cherche des jeux à Jeanne de Vos, deuxième poteau, etc. Vas-y, prends des shoots. Prends des shoots, parce que là, je pense que peut-être que dans la défaite d'hier, il faut analyser cette défaite, mais surtout aller à chaud de fond en disant... Voilà, là nous on va bien jouer défensivement et on va optimiser nos chances offensivement. Et peut-être avoir cette mentalité, pas de dire ouais on est l'équipe de National League contre l'équipe de Swiss League, dire voilà on est à l'extérieur et là on vient chercher une victoire. Peu importe, même si on est dégueulasse, on va bien s'appliquer sur les secteurs de jeu qui nous amènent la sécurité, et puis offensivement on va optimiser, puis mettre un peu plus de deuxième puck, troisième puck, battre sur se grailler un petit peu. Parce qu'ils sont, à part le début, ils ont quand même eu des occasions à jouer. Alors, c'est ça. Ils ont eu les chances. Alors, c'est peut-être, comme on dit en anglais, c'est less is more, moins c'est plus. Alors, garder les choses simples, comme tu dis, mettre du trafic, des pucks au but et regarder pour les deuxième, troisième rebonds. Comme tu es dans l'intensité, tu dois aller où ça fait mal. Le problème aussi, c'est que typiquement, chaque fois, ils ont des gros joueurs. Dans les goals, ils prennent la place et tout, ils sont durs à bouger. Osloon, il est gros. Exact. C'est pour ça par exemple, si tu prends la série contre Langnau, c'est exactement ça. Langnau, ils ont shooté, puis Gare Pesonen, il met un goal. Et c'est exactement ça. Et quelque part, au bout d'un moment, tu dois mettre des goals sales, c'est pas grave, on s'en fout. D'ailleurs, c'était un peu le même cas de figure hier soir à Bienne, ils voulaient mettre que des beaux goals, c'est juste pour dire. On y reviendra. C'est ça. Bon, ben voilà, je crois qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur cette série qui voit donc la Chaux-de-Fonds mener 1-0, match à suivre dans sa patinoire. On va maintenant s'intéresser aux demi-finales. Et d'abord le premier match qui a eu lieu donc hier, avec cette courte victoire du HC Bienne face au ZSC Lions. C'était la meilleure chose à faire. Ouais, c'est la meilleure chose à faire, mais surtout moi j'ai quelque chose à dire. Je m'explique. Non mais Bienne, ils méritent leur victoire. Ils méritent la victoire, mais pourquoi? Sur les intentions de jeu. Parce que dans les intentions de jeu, Zurich depuis un moment joue très très bien défensivement. Ils sont très très durs à abattre dans le slot et ils bloquent les shoots, etc. Ils doivent améliorer encore la ligne bleue, parce que des fois ils reculent trop et puis ça permet d'avoir le contrôle, mais ils te laissent toujours à l'extérieur. Par contre, ils jouent sur les erreurs de l'adversaire. Alors ça, c'est un type de jeu qui est intéressant, de jouer sur les comptes. Mais moi, ce que j'aime, c'est aujourd'hui le hockey moderne, c'est la possession du puck, et c'est pour ça que j'adore Bienne. Et sur l'intention du jeu,
je suis content qu'ils aient gagné. Je suis content qu'ils aient gagné et finalement ils ont gagné sur tout ce qu'on a pu reprocher aux deux équipes pendant tout le match. Le jeu trop parfait, on a mis un puck honnête avec la présence dans la cage et encore les images, le coach challenge parce que moi je pense que ça touche quand même la main de Hofer. C'était difficile à voir. C'est difficile à voir mais vraiment le mouvement du puck et puis Roubec il est vraiment très surpris et puis pour finir sur ce que j'avais à dire là-dessus c'est la qualité des deux gardiens. Avec des gardiens comme ça, sur un premier shoot pas masqué, bonsoir, hein, tu peux t'amuser toute la nuit. Hein. Donc surtout en forme comme ils sont en ce moment et ils lisent le jeu parfaitement. Ce que je disais c'est un mix de Giannoni en étant plus gros et un peu plus fort physiquement, les deux gardiens. Donc c'est vraiment les deux meilleurs gardiens du championnat. Donc c'était vraiment très très impressionnant. Et ce qui m'a vraiment plu, je reviens avec ce qu'il a dit Christian avant, c'est quand As prend la pénalité, évidemment il y a plein de discussions, mais après qui gagne l'engagement As et surtout le coaching. Et là j'y viens. Delémont, engagement en zone offensive, il a joué 7 minutes 21 dans tout le match. Donc là il est à peu près à 7 minutes de temps de jeu. Il le met parce que lui, il est vraiment impressionnant sur une chose, c'est sur les changements de direction. Et je dis souvent, il a pas de sang dans les veines, mais il a peur de rien. Il a de l'audace. Il a de l'audace. Ouais. On gagne l'engagement. Du côté de Bienne, ça gagne l'engagement, c'est vient de son côté. Il met Sigrist, il l'envoie en tribune tellement il lui fait une feinte. Il l'a invertébré. Et du coup, il donne le puck à As. Et As a fait une passe directe à Yakovenko qui amène ce goal. Et on a senti toute la rage de As. Et j'étais super heureux pour lui parce que c'est quand même un meneur d'hommes. C'est quand même le capitaine de l'équipe. Et sur le banc, il était extrêmement malheureux. Et finalement, l'équipe a joué pour son capitaine en box-play, notamment Rayala qui a été extraordinaire. Et puis finalement après, c'est lui qui amène la passe sur le goal vainqueur. Donc c'était vraiment une belle histoire avec tout ce qui s'est passé durant le match, notamment pour Antti Turmainen. Donc vraiment un magnifique match. Juste au niveau des temps de jeu, Love 22-58 et Grossman 20 minutes. Et après c'est tout entre 14 et 17. C'est du hockey de playoff bien dispatché. Du hockey de playoff. Ouais. De l'autre côté, on a plus utilisé Lettonen à 25-16 et Andrighetto à 23-07. Tout le reste c'est entre 16 et 19 minutes. Après, au niveau du coaching, j'ai quelque chose encore à dire, c'est qu'il a beaucoup mis son premier powerplay du côté de Zurich. Et je trouve que le deuxième a été très efficace ces derniers temps, on l'a peu mis. Donc il a beaucoup axé sur ses joueurs NHL. L'absence pour maladie de Lamico a peut-être fait qu'il a moins mis son deuxième powerplay parce qu'il est très important. Mais je pense que là, ça aurait pu faire une petite différence. Et voilà, maintenant cette série va être longue. Les gardiens, à mon avis, on le fait encore samedi à l'Aimant Bleu. On va faire Zurich-Bienne. Je pense qu'on aura des prolongations à un moment donné. Et on n'est pas passé loin hier, 0-0. Donc voilà, mais deux belles équipes, deux très belles équipes. Ouais, alors moi j'étais sur place. Moi déjà la première chose que j'ai pu voir, c'est un peu ce que disait Laurent au début, c'est que j'ai trouvé Zurich un peu attentiste, mais parce qu'ils craignent la vitesse de Bienne. Et du coup ils vont pas aller chercher, t'as un joueur essuie-glace tout seul et puis après ils bloquent la zone neutre. Mais justement Bienne s'en est super bien sorti, ils ont quand même réussi à garder leur vitesse. Et du coup c'est ce qui fait que ça a fait un match très équilibré. Après alors dans le jeu, Zurich a des fulgurances. Si tu les oublies, alors les contre-attaques ça fuse, ça va dans tous les sens. Mais Bienne était très bon là-dessus aussi. Notamment le duo Andrighetto avec l'étranger qui joue avec, j'ai oublié son nom. Non, le Suédois. Bon bref, ça me reviendra après. Et du coup les deux ensemble là, dès que notamment Love qui fait une relance du Becken, interception, il joue un 2 contre 1 parfaitement. Ouais. Mais Sateri il a fait un arrêt exceptionnel du bout du gant là. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'ils avaient un point commun hier soir, c'est que les deux powerplay voulaient mettre le goal parfait. Ouais. Et puis ça s'est vu notamment sur le premier tiers. Rayala, des fois, il peut être énervant parce qu'il a un shoot tellement exceptionnel, mais il attend la passe parfaite. Et c'est vrai que des fois, tu as juste envie de lui dire, tout le monde dans la patinoire dit mais shoot, parce qu'il a un shoot exceptionnel. Mais voilà, en même temps, c'est les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, parce que justement, quand ils mettent des goals, ils sont magnifiques à voir. Hier soir, j'ai trouvé aussi que Ishier a été, comme d'habitude, un excellent remplaçant. Excellent. Et c'est vraiment le gars, tu peux le mettre partout, il livre la marchandise. Beaucoup progressé. Ouais, il est vraiment très fort. Et puis encore une fois, je ne suis pas étonné dans le fond, parce que finalement, ça c'est la force de l'entraîneur qui sait tirer les cartouches au bon moment de tous ces gars, parce qu'il les garde en température. Et c'était assez flagrant. Et puis moi, alors on a parlé du goal. Pour moi, le goal, il vient clairement de l'impulsion de Noah Delémont. Et ce qui me fait marrer, c'est que moi, j'ai toujours dit, on en parlait souvent avec Laurent, que
si on peut dire qu'il a un petit défaut, c'est qu'il a des skates moyens. Il est bon, mais il n'est pas exceptionnel au niveau des pieds. En vitesse, voilà. Ouais. Et hier, il a fait une accélération fulgurante avec un retournement. Il est très fort sur ses changements de direction. Il traîne, il repart. Il est assez explosif là-dessus et il a déshabillé Sigrist. Ouais, alors ça. Et puis moi, ce que je dis, c'est incroyable parce que finalement, c'est pas lui qui marque, mais tu vois, il y a que son sourire. Et il m'a fait penser dans la façon d'accélérer le jeu à Le Coultre. À Genève, cette espèce d'impulsion de jeunesse. Et en fait, il a fait péter la patinoire parce que vraiment, et c'est drôle parce que quand ils ont filmé, on voyait que lui. Et pourtant, c'est pas lui qui a marqué. Hein. Ouais. Ça pour dire que je pense que la fraîcheur de Noah Adlémont hier soir a été très bien utilisée par l'entraîneur. Et moi, si j'ai envie de dire un truc qui résume très bien la soirée d'hier, c'est que Antti était dans tous les casques biennois. Et je pense que j'y ai même pensé, Rajala s'il joue aussi bien défensivement comme par hasard. Il est finlandais, machin. C'est des gars, ils sont en mission avec lui. Et j'ai encore aussi une chose que je voulais dire, c'est que hier, au début du match, j'ai regardé Steinegger, il n'était pas sur le banc, il était au bout du banc. Mais il était là. Ah, il était là. Et sans vouloir prendre une place. Exactement. Mais c'est exactement. C'est la bonne attitude. Ils ont tout compris. Il n'en a pas besoin. Personne. Tout le monde est à sa place. Alors j'ai eu 2-3 infos là-dessus. Il semblerait que c'est parce que peut-être que dès mardi, il sera là parce qu'il y a le début d'un traitement qui commence. Voilà, en gros c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, votre vision de cette rencontre, Patrice Lefebvre? Absolument, je pense que c'est un bon match de play-off. Walmark, si jamais on cherchait le nom, c'est Walmark qui joue avec André Ghetto. Pardon, excuse. Absolument. Non, c'est un très très bon match de play-off. Je pense qu'on a vu quand même, on voit que c'est deux bonnes équipes. Je suis encore avec Laurent et Christian pour hier avec Tominen. Je pense que tout le monde, depuis qu'ils savent qui doit se rebattre encore contre cette maladie. Les joueurs sont là. Mais je pense que le rapport avec lui a toujours été bon. Alors, je pense que ça redonne un plus. C'est une motivation pour les joueurs. Tu vois que le hockey d'aujourd'hui a changé parce que maintenant, c'est les relations que tu as avec les personnes. Bien sûr. C'est pas comme dans mon temps, quand on jouait, c'était tu fais ça puis tu poses. Là, maintenant, le coaching est tellement changé. C'est les relations que tu réussis à avoir avec tes joueurs qui peuvent dire « Ouais, mais je vais jouer pour lui ». C'est comme ça que tu réussis à avoir le meilleur de tes joueurs aujourd'hui. Puis on voit que les joueurs ont beaucoup de respect pour lui, justement, pour qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qu'il a traversé et pour que la personne qu'il est déjà, non seulement pour l'entraîneur, mais pour la personne qu'il est. Alors, moi, j'ai trouvé une équipe dévouée, comme tu as dit, tout le monde. Il est rentré dans le case des gars. Dans tout le monde, et ça peut être une chose très déterminante pour les prochains matchs. Mais tu sais, à la fin du match, ils ont l'écran géant, il y avait Antti. C'est vraiment digne. Ouais. Juste un tout petit rictus. Un petit sourire et c'est tout. Il était fier de lui. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser, en fait, regarde, tous les clubs qui ont eu un entraîneur qui avait une grave maladie, regarde, ils ont fait des résultats incroyables. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Ouais. Parce que je pense qu'émotionnellement, tu rentres tellement dans la tête des gars, tu leur envoies des impulsions incroyables. Et franchement, hier, même ce qui était beau, on l'a dit au début, mais c'est vrai, le public zurichois. Et là, je pense, vraiment incroyable, vraiment super. Et puis là, je pense que de l'autre côté, Mark Crawford, il va jamais insulter l'entraîneur en face. Ça, c'est clair et net. Non, et puis c'est bête, ça met un. Ouais, mais n'oubliez quand même pas un truc. Ça, c'était le premier match. Exact. Oui, bien sûr, ça va monter. Maintenant, à Zurich, ça va changer. Non, c'est pas bien sûr. Je suis d'accord. Ça va frapper. Moi, je dis pas que Bienne va gagner en 4 matchs. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc et on n'en a pas parlé. Vous avez vu le line-up de Zurich? Ludo Weber, backup de retour. Si, on l'a annoncé hier. Ouais. C'est juste pour dire que la profondeur est de retour. Voilà, elle revient, exactement. La profondeur est de retour et c'est clair que ça va frapper. Mais pour revenir encore, à Tourmanen, moi ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'il y a 0-0, c'est serré. Il y a un engagement en zone offensive et il met Noah Delémont. Et c'est Noah Delémont qui fait la différence. Donc il y a des années comme ça où tout roule pour toi. Il y a souvent notre David Delessert national qui va venir la semaine prochaine, mercredi prochain, il dit souvent les dieux du hockey ne sont pas justes. Mais c'est vrai, il y a des fois des saisons où tu joues pas bien et tu gagnes, puis d'autres saisons où tu joues bien et tu perds. Donc là, ce goal-là, c'est dans l'image de la saison de Bienne. Ça roule. Ça roule finalement et c'est un goal chanceux, mais comme je l'ai dit, dans les intentions, il la mérite cette victoire. Ouais. C'est vrai. Quelque chose encore à préciser sur cette série ou on passe au match de Genève? Ça va frapper, ça va frapper. Ouais, ça va. Ah oui, et puis dernière chose. Ça va frapper demain.
Texier était pas terrible hier soir et il va pas être comme ça à chaque match. C'est juste puis pas beaucoup. Non, on a dit on tourne la page, on l'oublie celui-là. Hein. Pas beaucoup de temps de jeu et pas de powerplay. J'ai l'impression qu'il était un peu frustré. Mais le powerplay qu'il a eu, la chance qu'il a eu ce powerplay, au lieu il essaie de dribbler 2-3 fois de plus. Il a un méga shoot. Ah oui. On a tous dit. Tu fais un, deux pas et tu shoots, c'est tout. T'es tout seul. Ouais, mais comme Rayala qui a un méga shoot, qui en met pas beaucoup ses temps. Ouais. Comme quoi, les problèmes ils sont assez similaires si tu regardes bien. Bien messieurs, je ne l'ai pas encore précisé pour la dernière partie de cette émission, on va entamer le troisième tiers, on est juste à un peu plus de 40 minutes d'émission. Nous sommes aux têtes de course à Nyon, c'est le Bike & Coffee qui se trouve à l'avenue Violier. Je viens de découvrir une info là qui est apparue sur le grand écran. On vend ici une bière blanche qui est brassée à Fribourg. Voilà, juste ça, pour dire ça comme ça. Vous savez le nom de la bière ou pas ? Je sais pas. Cardinal. C'est pas très original. C'est Felschlosson maintenant, Cardinal. C'est la PD. La Philippe du Caron. Voilà, bien sûr, la PHD, je précise. Il n'aime pas que je le compare. Non, mais ça ne me gêne pas. Non, j'assume totalement. Je le compare à Pascal Duprat. Oui. Parce que Pascal Duprat, il a pris un avion en papier puis il s'est effondré. Non, mais pour revenir à ce que tu dis, aujourd'hui, à tête de course, on a un international. On a Johnny Knobler. Ah bah oui, bien sûr. Juste derrière nous, là. Il nous observe. Ouais. Bah, on ira le saluer, mais après l'émission. Ou bien vous voulez faire venir juste pour qu'il vienne dire un petit bonjour ? Je crois qu'il est allé faire du vélo avec son papa. Ah bon, d'accord. Bah oui, parce que alors, la publicité continue en disant avec cette bière blanche-là, c'est excellent pour les cyclistes. Il a quand même le sens des affaires, Philippe Knobler. Bref, passons. Alors donc, nous sommes aux têtes de course et maintenant on va parler de cette série entre Genève et Zug. Waouh. J'ai envie de dire waouh parce que ça va être grandiose. Si on ne bloque pas trop les évolutions des deux équipes. Bon, déjà, moi j'ai une question d'entrée, peut-être deux. Voilà, est-ce que Noah Rod est de retour ? Non. Parce que c'est important. Est-ce que Abdelkader va jouer ? C'est aussi important. Et puis avec quel gardien Genève entame la série ? C'est important. Alors, ce que je peux vous dire sur Noah Rod, et puis ça, c'est difficile d'avoir les informations, mais c'est compliqué. C'est toute sa jambe, son adducteur et son genou qui est en grande difficulté. Et s'ils jouent, ça sera sous infiltration, c'est sûr. Okay. Parce qu'on parle même d'une opération, donc là, il va falloir voir comment ça se passe et je pense qu'il reviendra au jeu s'il y a besoin. Ouais. Si l'équipe est pas bien, mais je pense qu'on essaie de gagner du temps pour qu'il se rétablisse et qu'il soit en santé pour pouvoir peut-être aller plus loin puis essayer de l'emmener le plus loin possible. C'est souvent ça, hein. Quand vous êtes en play-off, Pat peut vous en parler, mais des fois vous avez des blessures, on essaye de gagner du temps et une fois que tu as gagné du temps, après on essaye de le traiter au quotidien, notamment sur les fins de match. Si c'est gagné, on ne te fait pas jouer pour t'amener au match prochain. C'est un peu ça, c'est la survie. Absolument. Non, mais je dis ça parce que par rapport à la vitesse de Zug et puis par l'impact physique, c'est juste ça. Je me posais la question parce que ça peut être très important. Alors c'est le premier match, on va voir. On va déjà poser un petit peu le... on va devoir partir très vite parce que c'est dans quelques minutes. Hein. C'est vrai. Donc après, ensuite, ta deuxième question ? La deuxième question, c'est gardien. Moi, je partirais avec Mayer du côté de Genève, mais on a vu des... regarde Langnau, Ajoie. Ils sont partis ils n'ont pas mis vol. Voilà, avec Cacho. C'est pas forcément une bonne idée. Non, mais parce que... Il y a Monsieur Viss qui nous écoute. Hein. Vous avez vu comme il est dur avec des clous. Hein. Attention. Hein. Je suis pas dur avec des clous. Je suis réaliste avec Genève Servette. Et il faut pas se tromper. Donc moi je continuerai avec Mayer perso. Je sais pas ce que tu en penses, Laurent. En général, l'entraîneur des gardiens, la veille du match, a déjà une idée. Je pense que Beaulieu le sait déjà. En off, j'ai une petite info, mais je peux pas le dire. Et puis surtout, il faut qu'il le dise aux gardiens. Mais je pense qu'il va partir avec Mayer. C'est dans la logique qu'il va partir avec Mayer. Je redis juste simplement, je le trouve très très bon. Et je trouve même, il a été, vous savez, hein, il y a quelque chose qui est important. Hein, c'est, il a été très frustré, Mayer. Très très frustré lorsqu'ils ont fait cette nouvelle réglementation avec les lignes derrière le goal, et il en était même à réfléchir en se demandant si c'était pas fait exprès contre lui, quoi. Non mais ça a changé complètement son jeu, hein. Vous parlez avec Chris Rivera d'une série Genève-Fribourg où Chris il devenait fou, il voulait lui mettre un check parce qu'il relançait tout.
Et en fait, toutes les actions par le Tedmayer, il faisait tout le jeu. Donc là, ça a pris un certain temps. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il est plus sobre, je le trouve meilleur, et plus constant et moins nerveux. Le seul truc, c'est qu'à Lugano, quand il a marqué là, c'est super, 1000 balles dans la caisse, c'est génial. Mais calme-toi. Là, tu reviens bien concentré parce qu'en face, tu as les artilleurs suisses et étrangers. Surtout que si on regarde par où passe le puck pour qu'il aille au fond des filets, finalement, mais à 2 cm près, il pouvait très bien tomber sur un adversaire. Il a une canne exceptionnelle. Moi, il m'impressionne, c'est au baseball. C'est-à-dire quand il a une main comme ça, le nombre de pucks qu'il chope en l'air, là, il est vraiment très très bon avec ça. Mais par contre, le fait d'être beaucoup plus calme et sortir un peu moins, je le trouve beaucoup plus sobre. Il est sobre. Et du coup, il a pas de geste à 94% d'arrêt, donc c'est pas mal. Et puis moi franchement, pour moi c'est le meilleur Robert Mayer que j'ai jamais vu, franchement. Sur la constance et sur la durée, oui, moi je trouve. Il a toujours été bon. Cette saison, mais il faisait toujours 1-2 grosses erreurs qui coûtaient un goal. Et là, honnêtement, je l'ai trouvé. Parce qu'à Davos, ça a été compliqué. À Langnau aussi, s'il avait joué comme ça, peut-être qu'à Davos, il y serait encore. Ouais, peut-être. Moi, je suis à la place d'un Gilsen. Ouais, Patrice? Non, je suis d'accord. Ça va être. Non, mais à part des gardiens, ça va être une série très, très excitante comme bien les Zurich. Exactement. On parle quand même de Zug qui a eu un championnat difficile, sous les attentes pour eux. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont champions suisses. Et les champions, ça se relève toujours. Il y a une très bonne interview aujourd'hui dans le matin, là, dans vos confrères du matin, là, où Tom Ernest est interviewé, puis il explique un petit peu, il lui pose des questions, notamment à la série avec Abdelkader. Et on en avait parlé en début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, la différence c'est qu'en face, il y a Vatanen. C'est-à-dire que tu ne peux pas te concentrer tout le temps sur un seul joueur. Et si tu te concentres sur un seul joueur, moi je suis coach, je les mets ensemble. Vatanen et Tom Ernest, sur des moments décisifs, notamment sur des engagements en zone offensive. Abdelkader, il ne peut pas se démultiplier. Donc ça c'est un premier choix. Et puis le deuxième choix, Klingberg, il est très important aussi, notamment dans le travail obscur offensivement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met Abdelkader, Klingberg. Donc voilà, c'est le choix des riches. Mais si on refait un résumé, on en avait déjà parlé mercredi. Les gardiens, un petit avantage à Giannoni par rapport, pas à la saison, mais l'expérience des playoffs. Non, mais son expérience de vainqueur. La deuxième chose en défense, pour moi, avantage clairement à Genève, avec le retour de Lecoutre. Et puis surtout, beaucoup plus fiable. Il y a énormément d'erreurs individuelles. Schlum cette année a une saison difficile. Grosse a une saison difficile. Geisser est solide, mais il y en a quelques-uns joueurs suisses qui sont moyens. Hanson revient après une longue blessure. Juice, défensivement, des fois c'est compliqué. Il a été très indiscipliné en quart. Donc avantage à Genève. Par contre, à l'offensive, avantage à Zug sur la qualité des étrangers et surtout la qualité des joueurs suisses. Alors je vais faire peur aux supporters de Genève en leur disant que j'ai le sentiment qu'on n'a pas aujourd'hui la meilleure offensive étrangère possible à Genève. Ils ne sont pas tous au top. C'est pas, dans la forme du moment. Dans la forme du moment. Et c'est là où je vois vraiment le danger parce qu'en face, cette fois-ci, c'est Zug. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un Phil Poula qui est un peu transparent depuis quelques matchs. Comme s'il accusait le coup, puis autant ça s'est pas vu pendant la saison, autant là tu vois parfois qu'il a 39 ans. Cette légère baisse de régime se sent déjà. Il y a danger, c'est là où je vois le danger. Ils ont bien fini contre Lugano. La série, ils ont bien fini. Parce que meilleure gestion du temps de jeu. Exactement, le coaching a changé. Et ça alors franchement, moi je tire mon chapeau à Cadieux parce qu'il s'est remis en question. Hein. Moi je me rappelle, après le deuxième match ou le troisième match contre Lugano, on a dit mais c'est de la folie, Tom Ernest. C'est juste pas possible tout ce qu'il joue. Et là, il a vraiment. Alors, bien sûr, il y a le Coutre qui est revenu, qui a redistribué les cartes et les pipis surtout. Et puis là, j'ai trouvé que pour gagner un titre, tu dois avoir 2 pipis, tu peux pas en avoir qu'un, c'est pas possible. Donc, la problématique, c'est que en fait, ils étaient tellement dominants pendant le championnat que lors des powerplay, par exemple, ils avaient pratiquement 2 minutes le puck. Et comme il n'y avait pas Vatanen, les 5 ils jouaient. Après, il y a eu l'histoire du Team Canada avec la Spengler où Winnick est parti. Et là, je l'ai trouvé vraiment fatigué. Ça va un peu mieux là. Mais avant l'écart, là, il était vraiment très très fatigué. En plus, il a dû jouer derrière avec les nombreuses blessures. Donc, c'est ces deux joueurs-là. Winnick qui doit retrouver
parce que c'est quelqu'un de très important pendant les playoffs. Et puis Filppula, par rapport à ça, un peu plus de vitesse, un peu plus de fraîcheur. Le fait de redistribuer les cartes dans les powerplays va permettre aussi de rééquilibrer les temps de jeu, d'avoir tout le monde content. Et puis si d'un coup un Noah Rod rentre dans l'effectif, il y aura un choix à faire pour le numéro 12 entre Smirnov et Bertaggia. Mais je pense qu'on jouera à 13 et 7. Et puis voilà, mais l'avantage de Genève quand même, c'est qu'ils n'ont pas de blessés majeurs. Et puis qu'ils ont eu un petit peu de temps pour se reposer pour cette série. Et finalement, la série contre Lugano, elle a été très dure mentalement parce que la pression de résultat par rapport à ta première place et le fait que Lugano ait fini 10e, tu pouvais pas brouter là en quart. Il fallait absolument que tu passes. Donc c'est fait. Ça, je pense que ça a dû libérer un peu. Là, ils sont dans le top 4. Le top 4 est respecté finalement, puisque ces 4 équipes par rapport au contingent et l'expérience méritent d'être là. Maintenant, le premier match va être aussi important. L'avantage de la glace, on en a beaucoup parlé, vous nous avez beaucoup brassé là-dessus, mais s'ils gagnent leur premier match, on peut voir venir. Et donc dans quelques minutes, ça va être très intéressant à voir. Puis quel rôle pour un Maurer, joueur de play-off qui est censé arriver en play-off? Est-ce qu'on va avoir des grosses charges de Maurer? Parce que typiquement, les gros joueurs, les gros attaquants de Zouk vont être là. C'est surtout dans l'intensité physique, parce que si Zedner commence à frapper, Santeller, t'as Herzog, t'as Kovar, t'as Kovar qui frappe, Kamper qui peut un peu frapper, Abdelkader, Klinberg. Donc physiquement, les défenseurs, c'est pour ça que c'est bien que je trouve que Genève, par rapport à il y a 2 ans où ils sont mieux armés. Ils sont mieux armés à tous les niveaux. Puis avec un Robert Mayer en pleine forme, s'il arrive à être au niveau des 3 autres gardiens de la demi-finale, là ça rééquilibre les forces. D'une certaine manière, tu peux te dire que c'est un peu maintenant ou jamais, parce qu'ils ont des bons joueurs mais qui sont aussi pas tout jeunes. C'est ça. C'est l'année. C'est ça, exactement. C'est l'année. Tu vois, les Filppula, ça c'est pas. Non mais. Ça fait déjà 2 équipes pour c'est l'année de Bienne et c'est l'année de Genève. Oui, mais parce qu'il y a aussi des points communs. Les Brunner, Kunti, c'est un peu le même principe. Mais faire des choix, les choix ils sont tout faits. On veut un champion en Maillot League, c'est fait. On veut un champion en League, c'est fait. Et donc maintenant on attend la National League. On a un champion U20 top, c'est fait. Exactement. On va conclure avec ça. Justement, il nous reste 5 minutes d'émission, messieurs. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, je crois, aussi sur ces demi-finales. Allez, 5 minutes à tout va. Vous voulez qu'on revienne un petit peu sur Martigny, où il y a encore des choses à dire? Non, je pense que mercredi, DLSR, j'espère qu'il aura dessoulé d'ici là, pourra nous expliquer un petit peu comment il a vécu les choses de l'intérieur. Et non, ça va être intéressant. On pourra parler à ce moment-là de comment s'est passée la saison. On pourra faire vraiment un bilan complet, mais voilà. Semaine prochaine, semaine de vacances pour pas mal d'écoliers. C'est l'occasion de faire des try-outs. Il y en a un beau d'allure qui se prépare chez vous, Pat Lefebvre. Absolument. À partir de dimanche, dimanche, lundi, mercredi, on a invité les joueurs à venir. J'ai entendu qu'il y avait des jeunes du canton de Genève qui venaient. Oui, aussi. J'ai un mec qui m'en a parlé. Mais je peux pas dire. Alors il y a Morges, il y a Fleurier qui en fait aussi. Enfin, il y a plusieurs clubs qui organisent des try-outs. Vous cherchez des joueurs U20. 20 top, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre. C'est une manière d'attirer ceux qui sont déjà en top chez vous, ça? Oui, aussi d'attirer et puis d'avoir vraiment où on peut se situer. Et puis d'avoir un contingent. Important. Ça change complètement en termes d'entraînement et de match. Et puis surtout le vendredi, tu as des longs déplacements. Donc c'est un championnat national. Ça change le budget aussi. Ça change le budget. Et du coup, tu as besoin d'avoir. Tu as des subventions de la Ligue quand même. Tu as besoin d'avoir 5 blocs quand même pour partir. Mais déjà, est-ce qu'il y a un entraîneur pour la saison prochaine? Moi, je suis sous contrat pour l'instant. mais bon, comme tu as un entraîneur à succès, peut-être que tu as reçu des offres. Ah ouais, j'allais aussi poser la question. Pour le moment, vous êtes bien à Morges, mais il y a plein de choses qui peuvent encore se passer. On ne sait pas. Ouais. Laurent Perroton, vous avez reçu vos offres, mais pour le moment, vous dites non. Ce matin, c'était bizarre. Il y a 2 clubs qui m'ont téléphoné. Ouais. Puis voilà. Et qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Mon salaire et le nom des clubs. Encore sur vous pour la saison prochaine ou pas? Moi, ce qui est évident, c'est qu'hier soir, il y a 2 clubs qui m'ont téléphoné pour demander un avis sur Laurent Perroton. Non, moi, j'ai pas d'agent. Non, mais voilà, ça fait partie des moments de la saison. Pat, il connaît bien ça. Ouais. Puis voilà, il faut. Moi, j'écoute toujours les dirigeants.
le projet et puis après une fois que là-dessus on est d'accord, on passe à autre chose, le contrat et puis tout ce qui va avec, mais pour l'instant bah ouais, c'est des discussions. Me revient toujours cette phrase de Larry Huras qui me dit quand je négocie un contrat, je négocie d'abord la clause de sortie. Ah ok, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il vous a pas dit, mais c'est surtout le montant de la clause de sortie. Exact. Je pense qu'il a gagné sa vie avec juste le montant de sortie, je pense. Ouais, c'est pas faux. Bon, messieurs, on va en rester là pour aujourd'hui. Ouais, c'est bon, on a dit assez de bêtises. Là. Merci encore une fois d'avoir participé. Christian, pour les 55 ans, il a préparé un petit slow là. Slow. Non, moi je ferais pour la 100e alors. Pour la 100e, un petit slow avec Marie-Jeanne. Annoncé. Faites gaffe parce que on a vu qu'à 50 on y est arrivé vite. Ça va vite. Ça, c'était la 51e aujourd'hui. Ne me sous-estime pas. En tout cas, merci à Laurent Perroton, merci à Christian Ponty, merci à Pat Lefebvre, encore une fois, d'être venu. On va tous se retrouver, évidemment, lundi pour... et celui-là, il sera beau, ce premier bloc-là. Hein, le premier bloc, l'after, où là, on en saura vraiment un petit peu plus sur l'état des séries. Ça va être impressionnant. Là, ça va être chouette de voir ça. On aura déjà quand même des tendances et là, on pourra ou commencer, je ne veux pas dire à fêter, mais peut-être commencer à trembler pour certains. Donc ça va être très intéressant. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous étions aux têtes de course, le Bike & Coffee de Nyon. On vous souhaite évidemment un excellent week-end à toutes et à tous. Oui, allez-y, Laurent. Planet Hockey Center. Ah oui, je voulais le dire. Et puis voilà. Maintenant, vous le mettez rapidement. On va essayer de le mettre plus rapidement. Il a mis du temps à télécharger la dernière fois. Là, je sais pas pourquoi. Hein. C'était à cause du rap. Évidemment. C'était lourd. C'était du lourd. Hein. C'était du lourd. Du très lourd. Et puis, évidemment, n'oubliez pas que... Bon, évidemment, les possibilités, elles sont un peu plus restreintes maintenant. Mais n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Surtout en play-off. Voilà, surtout en play-off, c'est vrai. Et puis, à défaut, vous écoutez quand même Planète Hockey, la radio. Et puis, sinon... Vive le hockey roman. Ouais, bon, ça, lui, s'il parle de chaud de fond à joie, il se mouille pas, là. Hein. Non, c'est vrai. Mais non, mais bien, et puis Genève. Et puis Genève, ouais. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais ça me reviendra et si jamais on en parlera lundi. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs encore une fois aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Lundi, il y a les questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Voilà, et puis donc rendez-vous si vous avez raté le début de cette émission. Vous pouvez la réécouter d'ici une petite heure. Et puis ensuite sur notre chaîne YouTube Planète Hockey Center. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et bon match ce soir. Bye bye. Bye bye. Bye.